Notre table ronde aujourd'hui s'intitule Mode de consommation et production durable, enjeux et perspectives pour la jeunesse francophone. Alors, je pense que là, on a un très bon exemple d'enjeux concrets pour la jeunesse francophone, donc la question des changements climatiques. Et vous avez vu que, effectivement, c'est assez complexe, notamment quand on commence aussi à prendre tous les aspects, et notamment l'aspect différencié par le genre. Le changement climatique, c'est pas seulement une question de hausse des températures, la question d'adaptation au changement climatique, des impacts différenciés et de notre capacité d'adaptation, donc différenciée avec le genre. Et ça, ce sont des questions où la francophonie aime éviter la jeunesse francophone en général, donc à prendre tout ça en compte et à développer de nouveaux modes de consommation et de production qui tiennent en compte de ces aspects-là. Et c'est ce qu'on va encore une fois retrouver dans cette édition des Jeux de la francophonie avec le concours de création écologique. M. Poufari, qui est directeur général de Énergie 2050, va nous parler de la transition énergétique et des modes de consommation et de production durable, transformer les défis en opportunités d'action. On a vu dans les différentes interventions beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques. Maintenant, on va voir comment on peut, notamment sur le cas d'énergie, transformer ces contraintes en opportunités. Alors, je vous invite à écouter M. Stéphane Poufari. Bonjour à tous. Donc, ça va être un petit peu un challenge parce que finalement, à la fois de vous donner votre présentation et de tenter une conclusion en 10 minutes, ça tient à la mission quasi impossible, mais néanmoins, je vais quand même essayer. Alors, vous m'excuserez sans aucun doute, mais je vais quand même vous dire un ou deux petits mots sur l'association parce que c'est important. On travaille justement sur la transition. Alors, c'est d'autant plus important et nécessaire que justement, on ne travaille pas que sur la transition énergétique. Et c'est très important de comprendre que la transition dont mes collègues ont parlé, dont Nicolas a beaucoup insisté, finalement, les anglo-saxons appellent ça la grande transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes ces petites couches, ces millefeuilles qu'on va devoir additionner et qui doivent se produire tout en même temps. C'est ça la grande question. C'est comment faire en sorte que ça puisse se produire, car dès lors qu'on va sectorialiser, qu'on va fragmenter les choses, on va inévitablement créer plus de conséquences. Et on le verra dans la question énergétique, c'est criant. Ça a été dit tout à l'heure à la construction ou autre. Et là, bien évidemment, tout l'enjeu, c'est la grande transition. C'est mettre en place cette approche systémique. Alors évidemment, on travaille sur ces sujets, et du coup, on travaille sur la ville, le bâtiment, l'énergie, l'éducation, et ainsi de suite, de manière à avoir cette appréhension globale de qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la transition puisse se produire de manière durable. Alors évidemment, on travaille au local et au global. Le local veut dire quoi pour nous? Veut dire tout ce qui peut être démultiplié, répliqué. Un projet qui est soutenu que par de l'argent public, c'est bien, mais est-ce qu'il peut être crédible dans un autre contexte où l'argent fait défaut? Et là, on voit bien qu'il y a l'imagination du projet à mettre en place de manière à pouvoir le dupliquer. Donc pour finir, et là je vais aller très vite, évidemment on a des projets, on a dans le tourisme, dans les villes, avec beaucoup avec la francophonie, sur la transition énergétique ou autre, sur les villes, sur le bâtiment. On publie beaucoup, on est une jeune association, mais on publie beaucoup, on a beaucoup de dossiers et de rapports, donc beaucoup avec nos amis de la francophonie, en particulier ceux qui sont au Québec, l'Institut de la francophonie pour l'énergie, qui maintenant s'appelle l'Institut francophone du développement durable. Et évidemment, on fait des conférences au niveau local et ou international de manière à passer le flambeau, à démultiplier les leviers d'action auprès de nos amis et partenaires, ce qui fait qu'on a des amis et partenaires dans à peu près une cinquantaine de pays à ce jour. Et évidemment, l'aventure, on l'espère, ne fait que commencer. Sans parler des actions citoyennes, alors là, on revient à la notion d'éducation à l'environnement. On mobilise les citoyens autour d'un projet qui s'appelle Agitater, qui va être à sa 3e édition l'année prochaine. L'idée étant que chacun fasse dans son local exactement ce que l'autre va faire dans un local différent. Et l'idée évidemment de faire les traits d'union de manière à avoir enfin une espèce de prise de conscience collective de l'action à mettre en place et qu'on arrête les gros débats qui sont toujours un petit peu hors sol et comment faire en sorte que le citoyen où qu'il soit puisse se l'approprier. Ça c'est véritablement notre créneau d'action. Alors pour revenir à la question qui nous amène aujourd'hui, mode de consommation et production durable, ça a été dit un petit peu par tout le monde. On est dans un monde confronté à des limites. Limites pas simplement de ressources, c'est ce qu'on oublie souvent de dire. Limites confrontées par rapport à notre modèle de développement. Le modèle de développement que nous avons mis en place depuis à peu près 40 ans, allez, soyons généreux, depuis la Seconde Guerre mondiale et toutes les institutions, a été basé sur un monde sans limite de ressources. Et avec des modalités de gouvernance, bien évidemment, qui ne correspondent pas au principe du développement durable. Première chose. Donc c'est un monde de défis. Alors ça a été plus ou moins l'urbanisation, la population, les capacités limitées, le changement climatique. Évidemment, on commence à voir le millefeuille qui apparaît.
Alors là, l'homme, il se pose en quoi? Il se pose avec une question de base. Chaque acte de consommation doit être ou non durable. Alors, évidemment, vous avez bien compris, je pêche et j'agis pour qu'il soit durable. Mais dès lors qu'il n'est pas durable, ça devient un monde de prédation. Et on le voit bien, c'était dit tout à l'heure par Luc ou par d'autres, on consomme plus de planètes que ce que l'on a disponible. Alors certains disent on vit à crédit, pas du tout, parce que le crédit, c'est nous qui le signons. On ne vit pas au crédit, parce que nos enfants, ils n'ont pas signé le crédit. Donc on vit en dette. Nous créons une dette majeure, mais sans processus de crédit. Parce que personne n'a accepté de rembourser le crédit qu'on est en train de constituer. Quand on dit avec inélégance qu'on consomme 2-3 planètes, alors on est à 2 et quelques, bientôt on se dit en 2050 on sera à 5 planètes. Donc vous imaginez, les gamins, ils n'ont pas signé pour que je consomme 5 planètes. Donc il y a un véritable problème. Et en plus, il y a un problème de répartition spatiale. Nos amis du Sud, on le verra tout à l'heure dans la question énergétique, ils ont des fois 10, 20, 30, 40 fois moins que notre consommation à nous. Donc là aussi, est-ce que ce bail, est-ce que ce contrat a été fait en conscience? Vous voyez bien, évidemment que non. Et donc vous voyez bien que le développement durable va devoir questionner comment est-ce qu'on va faire pour équilibrer et de manière à assurer que finalement on vise tous en harmonie sur une planète. C'est ça le véritable défi. Et c'est un défi plus complexe, vous voyez bien, que simplement se dire je diminue ma consommation. Alors, la question elle est très intéressante. Le développement durable, pourquoi? Je crois qu'on a déjà tous un peu répondu, on est en crédit, en dette, comme on veut. Pour qui? Pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, solidarité nord-sud, sud-sud, sud-nord, c'est aussi le sud vers le nord. Comment? Là, vous commencez déjà à le subodorer. On doit aller dans le petit coin en haut à droite. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, l'équation va être mécaniquement très simple. Ils vont devoir réduire par un certain nombre, qui peut aller jusqu'à 10 ou 15, leur empreinte écologique. Ça veut dire quoi? Finalement, l'usage des ressources qu'ils font pour satisfaire à leurs besoins. Et d'autres, qui se trouvent à peu près mécaniquement dans la moyenne de ce qu'il faudrait faire, je pense à nos amis africains, qui utilisent à peu près 1,49 hectares par habitant pour leur empreinte écologique, finalement, on doit faire en sorte de les amener à un développement vers un mieux vivre, ça a été dit tout à l'heure, tout en restant à la même empreinte. Donc c'est simple, nous devons diminuer notre empreinte, nous, de manière à conserver tout le temps notre qualité de vie, mais en consommant moins, mieux, et nos amis du Sud doivent être amenés vers un développement sobre en ressources pour garder la même empreinte, mais atteindre une consommation et une production responsable, de manière à avoir le même confort que nous. C'est ça l'équation. Le reste, c'est de la philosophie de ça. L'équation, elle est simple. Et comment on va la mettre en œuvre? C'est ça la chimie qu'on doit trouver tous ensemble. Alors évidemment, ça a été dit tout à l'heure par Sandra et par d'autres. Le climat, c'est un méga agitateur. Mauvaise nouvelle, le climat n'est pas un problème. Maintenant, je suis spécialiste, je travaille même au GFL, non, pas un problème, puisque c'est nous qui l'avons créé. C'est parce qu'on n'a pas géré nos problèmes que le climat commence à être une source de problèmes. Mais c'est un exacerbeur de problèmes. Le climat n'a pas créé la question du genre. Le climat n'a pas créé la question des ressources en eau. Le climat, finalement, exacerbe nos problèmes non gérés collectivement, et évidemment, ça les démultiplie. Alors là, c'est très intéressant, mais on arrive à l'énergie. Est-ce que c'est une contrainte ou opportunité? Moi, je fais partie des gens qui considèrent que c'est une super opportunité. Il est fou, pas du tout. On n'a pas réussi à se mettre tous d'accord à transformer nos modes de consommation pendant quasiment 40 ans. Là, collectivement, pour la première fois, nous sommes tous confrontés à des aléas qui vont toucher le nord et le sud et qui vont nous amener à réagir vite parce que le bateau est en train de partir un processus avec pas de non-retour. Ça, c'est intéressant, c'est nouveau. Donc, on doit imaginer une autre forme de solidarité dans une contrainte nouvelle, avec une urgence. Ça va plus vite que ce que les experts, moi compris, on avait prévu. Alors, au niveau énergétique, là c'est clair, on est dans un monde addictif à l'énergie. On est en ébriété. Alors vous allez voir, après je vais vous parler de sobriété. On est en ébriété. On consomme de plus en plus. On est censé diminuer notre empreinte énergétique et on l'augmente de jour en jour. Et même quand on fait mieux dans un endroit, on multiplie les points de consommation. Nos petits appareils électroniques, par exemple, pour nous, consomment beaucoup moins que les anciens appareils. Sauf que maintenant, dans une famille, on en a 15, 20. Il y a un moment, on avait 2. Donc, mécaniquement, ça explose au nord comme au sud. Et là où c'est encore pire, c'est que mécaniquement, chez nos amis du sud, c'est en train d'exploser encore plus avec des ressources principalement fossiles. À peu près 90% des émissions de gaz à effet de serre additionnelles à venir dans les 30 prochaines années viendront de la consommation d'énergie fossile au sud. Waouh! Donc si on ne met pas en place cette solidarité dont j'ai parlé juste avant, vous voyez bien que là, même si nous on apprenait et on arrivait à être vertueux, eh bien il y a un véritable problème. On va devoir organiser le jeu collectivement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres de ppm ou autre, mais juste pour vous dire, au niveau international, nous négocions sur un scénario à 2 degrés. C'est-à-dire que nos États continuent à négocier comme quoi on pourrait stabiliser le climat à plus de 2 degrés.
Les trajectoires actuellement mesurées nous laissent à penser qu'on est sur une trajectoire à 5 degrés. Et si on consomme toutes les ressources fossiles disponibles sur Terre, sans parler qu'on en trouve de jour en jour, on exploserait le scénario, on serait plutôt vers les 6 voire plus. Donc, il va falloir, de gré ou de force, que nous apprenions cette solidarité et cette régulation pour des modes de consommation et de production durables, car sinon, sur la base du stock disponible, évidemment, on va exploser toutes les émissions. Alors là, évidemment, le défi, et je vais aller très vite, le défi est très simple. C'est un défi, vous l'avez compris, intragénérationnel, de solidarité nord-sud, voire même chez nous, nord-nord, par rapport à des processus de précarité ou autres, ou de phénomènes de blocage. Tout à l'heure, ça a été un peu introduit par l'écologue. Si je construis mal un bâtiment, si je construis mal une ville, je crée un effet dit de verrou. Les gens ne le comprennent pas. Une ville mal construite, un aménagement urbain mal construit, c'est 50 ans d'horizon énergétique mal construit. Un bâtiment mal construit, tout à l'heure, je ne sais plus qui nous citait le cas d'Algérie, pour aller parler du cas de la Chine, et même chez nous dans les pays du Nord, quand vous construisez un bâtiment, l'acte de rénovation, c'est entre 15 et 50 ans selon le pays. Donc ça s'appelle des lots des verrous. Si je bloque aujourd'hui, si je ne conçois pas bien ce que je fais à l'instant T0, sans parler de la rénovation du patrimoine, je bloque le futur. Avec des effets de verrou, qui vont coûter bien évidemment plus cher. Pensez à la ville africaine. Tout à l'heure, il y a eu un clin d'œil. Je vous le dis pour info, 2 milliards d'urbains additionnels dans les 20 prochaines années en Afrique. Quand j'entends les amis du Nord qui disent qu'il n'y a pas de marché en Afrique dans la ville et les bâtiments, je commence à avoir des frissons d'angoisse. 2 milliards d'habitants supplémentaires dans la ville. Dans des villes la plupart du temps subies, parce qu'elles n'ont pas le moyen d'anticiper, parce qu'elles n'ont pas le même processus de planification que nous, ni même les mêmes moyens financiers. Donc vous imaginez bien le travail qu'on a tous à faire vite, parce que chaque fois qu'il y a une ville qui se met en place, au-delà des problèmes d'accès à l'énergie dont tu parlais, mais il n'y en a rien d'autre, bien évidemment on crée un verrou. Et la ville, dans le Togo c'est pareil, les villes qui sont subies ou autres, on est dans ce processus global à l'échelle africaine par exemple. Il y a un problème intergénérationnel, je l'ai dit, bien évidemment. Le patrimoine qu'on va laisser, c'est quoi ce patrimoine? Donc sur la question énergétique, c'est ce sur quoi on va demander de plancher. Bien évidemment, il y a cette responsabilité du passage du flambeau. Qu'est-ce qu'on va laisser comme patrimoine? Évidemment, l'équilibre écologique à court et long terme, tous mes amis en ont parlé, et je m'en reparle bien évidemment. On voit bien que une action dont aujourd'hui bien planifiée a des conséquences sur l'ensemble. Alors, souvent les gens me disent, quand on parle de l'énergie, oui, mais ça coûte plus cher. Bien évidemment. Alors en France ou ailleurs, on devrait prendre ça en permanence. Si vous faites des énergies renouvelables, si vous faites de l'efficacité énergétique, ça va vous coûter plus cher. Alors, je vais juste vous donner un chiffre, on n'aura pas le temps ici de faire un cours, une introduction, donc on pourra en parler. Juste le chiffre sur les subventions aux énergies fossiles. Comme ça, vous le garderez en mémoire, chacun gardera. Et puis les chiffres sont sortis de l'Agence internationale de l'énergie et du Fonds monétaire international, qui parle de la stabilité monétaire internationale. C'est pas obligatoirement des écolos. D'accord? Et bien, en 2011, plus de 30% de subventions aux énergies mondiales fossiles. Dans la même année, 600 milliards de dollars pour les subventions aux énergies fossiles. Et la même année, nous avions à peu près 88 milliards de subventions, tout profil confondus internationaux, sur les énergies renouvelables. D'accord? Et au niveau du FMI, l'analyse des conséquences budgétaires sur le PIB mondial par rapport aux subventions aux énergies fossiles, c'est 2 trillions de dollars. Alors là, ça commence à être des gros chiffres, c'est des milliards de milliards. Donc tout ça pour vous dire que peut-être que dans notre manière de concevoir l'action et l'organisation, simplement en redistribuant, en réorganisant des choses, on peut déjà imaginer qu'il y a des trésors d'opportunités. Alors là, je vais arrêter, j'ai déjà un petit, l'impératif écologique et moral, vous l'avez compris. Je voudrais juste arriver là-dessus. Le triplé, la solution gagnante, qui est valable à la fois pour les ressources, et on pourrait dire la même chose dans l'eau, dans le bâtiment, dans l'énergie. C'est 3 mots, une simplicité déconcertante. Premier mot, la sobriété. Alors la sobriété, ça veut dire quoi? Ne consommer une ressource, et par extension l'énergie bien évidemment, que dès lors qu'elle est indispensable et donc nécessaire. Prenons l'exemple de l'énergie. En France, pour une fois, on a une loi qui nous dit ok, on va devoir arrêter maintenant les bureaux et certains magasins la nuit. C'est vrai que c'est pas du tout. Parce que la nuit, rarement, les gravits travaillent, et peut-être qu'ils n'ont pas besoin de grands plateaux dans des immeubles allumés. Pas mal, on va économiser presque une tranche nucléaire. Au niveau mondial, imaginez les conséquences. Donc tout ça pour vous dire, la sobriété, utiliser l'énergie dès lors qu'elle est indispensable. C'est ce qu'on appelle, quand on parle de l'accès à l'énergie, le service énergétique. L'énergie, c'est un vecteur qui doit transmettre un service. Quand on parle de l'eau, c'est aussi le service de l'accès à l'eau. L'énergie n'est pas un bien à consommer gratuitement, l'énergie doit transformer un service, transporter un service. Le deuxième mot, c'est l'efficacité. Alors c'est pareil. Une fois qu'on doit faire un acte de consommer, consommons bien. Alors ça a été dit plus ou moins sur d'autres sujets. Ça veut dire quoi? On a très bien compris ça chez nous. Prenez nos frigos qu'on a tous partout chez nous. Maintenant, c'est tous des classes A. On n'a pas dit aux gars,
Il y a plus de frigo chez toi. On lui a dit, à acte de froid égal, le frigo consomme 5 à 6 fois moins qu'il y a 30 ans. Et on peut encore améliorer, on peut encore démultiplier le déploiement technologique. Ça, c'est intelligent. Ça veut dire l'efficacité. À acte de consommer nécessaire, à service rendu égal, on doit consommer moins. Et là, je peux vous assurer, on parlait d'opportunités et de création. Vous ne pouvez pas imaginer la part colossale du marché économique que ça peut générer et d'emplois. Les chiffres au niveau mondial, alors là, on pourra en parler dans le débat, sont incroyables. Ce sont dans ces secteurs que ça va se passer. Ça ne se passera pas ailleurs. Alors, et enfin, c'est pour ça que je n'ai pas voulu simplement parler que l'énergie, quand je dis ressources renouvelables, dans les modes de consommation et de production durable, dès lors qu'on a mis en place les 2 premiers systèmes, le troisième devient évident, gérer la ressource par la proximité et par la capacité de renouveler. Ça veut dire quoi? Bien évidemment, utiliser l'intégralité de l'intelligence collective pour utiliser quelque chose qui, évidemment, pas sur un stock fossile, donc pas sur un stock limité. Pour finir, puisque cette année, et je dirais mon mot de conclusion là-dessus, j'espère que je ne vais pas trop déborder ça, le GIEC, vous savez que cette année, il va rendre le prochain rapport. Là, en septembre, on a le prochain rapport du GIEC, c'est important. C'est là où on sort tous nos chiffres, nous les experts, on contribue d'ailleurs dans nos cercles respectifs à ces travaux. Le GIEC va sortir son prochain rapport qui va nous dire un petit peu où on en est de la question climatique, au niveau scientifique. Il y a eu en mai 2011 un rapport sur les énergies renouvelables qui disait, et je le cite, sous réserve de mettre en place les politiques et les mesures adaptées, nous pourrions atteindre un taux de pénétration des énergies renouvelables à hauteur de 80% au niveau mondial. Ce rapport fait 1500 pages, c'est le rapport du GIEC, le SREN, spécial rapport sur les énergies renouvelables. Lisez le résumé pour les décideurs, vous verrez que là, l'intelligence collective à mettre en place pour transformer les contraintes en opportunités, vous avez un bouquet merveilleux de solutions, création d'emplois, innovation, de territorialité, c'est-à-dire qu'on va entrer dans le local, l'action à les multiplier, et bien évidemment, vous voyez bien que chemin faisant, on répond aux 3 défis, qui sont l'intragénérationnel, l'intergénérationnel et la responsabilité écologique. Je vous remercie, et évidemment, je me tiens à votre disposition comme les amis pour répondre à vos questions.